Début d'un nouveau mandat pour Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a prêté serment ce lundi. Au Ghana, John Mahama publie ses propres chiffres. Nana Akufo-Addo est en tête, mais ne totalise pas la majorité pour être déclaré élu au premier tour, selon lui. Probable prochaine réunion sur la crise au Tigré. C'est du moins ce qu'annonce le Premier ministre soudanais. Abdallah Hamdok était en visite en Éthiopie. Bienvenue à ce journal que nous ouvrons avec le Ghana. Dans ce pays, après la réélection du président sortant Nana Akufo-Addo, le parti d'opposition NDC continue de contester les résultats de l'élection. Il a présenté ses propres résultats de la présidentielle. Plus de précisions. Au lendemain de l'annonce de la victoire de son rival, le président sortant Nana Akufo-Addo, le candidat de l'opposition John Mahama a qualifié de frauduleux les résultats officiels communiqués par la commission électorale. Il a promis de prendre toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice. Et c'est dans cette optique que son parti, le NDC, a donné ce dimanche une conférence de presse censée exposer les erreurs de la commission électorale. Selon ses calculs, Nana Akufo-Addo arriverait bien en tête du scrutin présidentiel, mais avec 49,62% des voix seulement, ce qui impliquerait la tenue d'un second tour entre le président sortant et John Mahama. La contestation porte aussi sur les élections législatives. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, le parti présidentiel aurait remporté 137 sièges au Parlement, tandis que le NDC en aurait obtenu 136. Mais d'après les calculs du parti d'opposition, le NDC aurait en fait remporté 140 sièges, soit la majorité au Parlement. De son côté, la commission électorale a admis avoir fait des erreurs dans ses calculs, mais affirme que cela ne change rien aux résultats de l'élection présidentielle ni des législatives. Les observateurs locaux et internationaux ont quant à eux validé les conclusions de la commission électorale, mais ont regretté que le processus soit moins transparent qu'à l'accoutumée. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, 78 ans, a été investi ce lundi pour un troisième mandat controversé. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel d'Abidjan en présence de 13 chefs d'État africains. Parmi les invités de marque, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui avait soutenu Alassane Ouattara lors de la crise post-électorale de 2010-2011. La France était représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cette investiture s'est déroulée sans les principaux représentants de l'opposition. Élu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara a été élu le 31 octobre dernier pour un troisième mandat controversé dès le premier tour avec 94,27% des voix au terme d'un scrutin boycotté par l'opposition et marqué par des violences qui ont fait 85 morts entre août et novembre. Suivons un extrait de son discours. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Au Niger, au moins 27 personnes ont été tuées dans le sud-est du pays dans une attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram, quelques heures seulement avant l'ouverture des scrutins municipaux et régionaux dans le pays. Cette attaque est survenue au moment des élections municipales et régionales dans le pays et à 2 semaines de la présidentielle du 27 décembre prochain.
Selon un responsable local, il y a officiellement eu 27 morts, des blessés et quelques disparus dans cette attaque attribuée à Boko Haram. Quelques 7,4 millions de Nigériens étaient appelés à élire leurs conseillers municipaux et régionaux dans les 266 communes du pays pour ce double scrutin repoussé à plusieurs reprises depuis 2016. Les bureaux ont fermé en fin de journée et le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble du pays selon la Commission électorale nationale qui a commencé à centraliser dimanche soir à Niamey les résultats. De nombreux électeurs vivant dans des zones affectées par les djihadistes qui frappent depuis 2015 l'ouest et le sud-est du pays n'ont pas pu être enregistrés selon la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le vote n'a pu se tenir à Toumour en raison de l'attaque. Les assaillants, environ 70, sont arrivés à Toumour vers 18h45 heure locale à pied après avoir traversé à la nage les eaux du lac Tchad et ont sévi pendant 3 heures, indique un responsable du département de Bosso. Ils ont d'abord attaqué la résidence du chef traditionnel qui a pu leur échapper in extremis. Près d'1 millier de maisons avaient été incendiées ainsi que le marché central de la ville. Un élu local qui a évoqué une barbarie inouïe a souligné que le village avait été détruit à 60%. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, en visite en Éthiopie, a affirmé s'être mis d'accord avec son homologue pour la tenue en urgence d'une réunion de l'IGAD, un groupement de 7 pays de l'Est africain pour résoudre la crise au Tigré. Plus de précisions. Un communiqué du bureau du Premier ministre soudanais indique que la visite de Abdallah Hamdok a permis des négociations fructueuses et il a été convenu de tenir une réunion urgente de l'IGAD après un entretien dimanche entre le Premier ministre soudanais et son homologue éthiopien Abiy Ahmed. Aucune confirmation n'a été donnée pour le moment à Addis Abeba. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, est un groupement régional créé le 21 mars 1996, associant 7 pays est-africains, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Ouganda. Abiy Ahmed a affirmé dimanche sur Twitter qu'il s'était rendu à Mekele pour la première fois depuis que les forces fédérales en ont pris le contrôle. Il a rejeté les informations faisant état de la persistance d'affrontements dans la région comme des fusillades sporadiques. Les médias d'État ont annoncé dimanche que l'administration provisoire mise en place par Addis Abeba au Tigré avait ordonné aux fonctionnaires de reprendre le travail lundi et demandé la réouverture des commerces. Le Premier ministre éthiopien a lancé le 4 novembre une opération militaire pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré après des mois de tension et a annoncé le 28 novembre la prise de Mekele, capitale régionale, et la fin des combats. Les combats auraient fait des milliers de morts, près de 50 000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé ont été déplacés à l'intérieur de l'Éthiopie. Le bureau spécial de l'Organisation des Nations Unies en Guinée-Bissau a marqué vendredi la fin de ses 21 années d'activité dans ce pays instable d'Afrique de l'Ouest. Ce alors que le sort d'un ancien Premier ministre réfugié depuis 8 mois dans ses locaux n'a pas encore été réglé. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait décidé fin février que le mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, entamé en 1999, s'achèverait le 31 décembre de cette année. Dans les faits, le Bureau a marqué la fin de ses activités lors d'une cérémonie. Vendredi, cet office avait été créé après la guerre civile qui, de juin 1998 à mai 1999, avait opposé des militaires mutins à des forces loyales au président João Bernardo Vieira Dinino, finalement renversé par l'armée. Dorénavant, l'ONU mettra l'accent sur le développement économique et social de cette ancienne colonie portugaise, fragilisée par les trafics en tout genre et une grande instabilité politique.
La paix n'est jamais un acquis parfait. Il est fondamental que l'ONU et les partenaires continuent d'appuyer la Guinée-Bissau dans les réformes et les changements nécessaires pour une paix durable, a déclaré la représentante du secrétaire général des Nations Unies à Bissau, Rosine Coulibaly. Coulibaly a qualifié de sensible la situation de l'ancien Premier ministre Aristide Gomes, réfugié dans les locaux du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau depuis avril. Les discussions sont en cours sur son sort, a-t-elle indiqué, sans plus de détails. Aristide Gomes, qui dit craindre pour sa sécurité depuis l'accession au pouvoir du président Umaro Sissoko Embalo au début de cette année, souhaite une intervention de la communauté internationale pour l'aider à quitter le pays. Les États-Unis d'Amérique ont formellement retiré ce lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme, où ils figurèrent depuis 1993. C'est ce qu'a annoncé l'ambassade américaine à Khartoum sur Facebook. Le 19 octobre dernier, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait de Khartoum de sa liste noire des pays soutenant le terrorisme. La période de notification au Congrès de 45 jours ayant expiré, le secrétaire d'État a signé une notification annulant la désignation du Soudan comme un État soutenant le terrorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre, a annoncé l'ambassade américaine à Khartoum sur Facebook. Cette mesure, tant attendue par Khartoum depuis la chute en avril 2019 de l'autocrate Omar el-Béchir, devrait offrir une bouffée d'oxygène à l'économie de ce pays en plein marasme. L'inscription sur la liste noire empêchait les pays étrangers de commercer et d'investir au Soudan sous peine de sanctions. Et le 23 octobre, les autorités soudanaises, tout en niant tout chantage, ont accepté, sous la pression américaine, de normaliser leurs relations avec Israël. Et ce n'est qu'après cette annonce soudanaise que Donald Trump a effectivement notifié au Congrès américain, le 26 octobre, le retrait du Soudan de la liste noire. Et c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Sika TV.